Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Christophe Kurt, qui est éducateur spécialisé dans une maison de quartier et qui, pour aller plus loin dans ses luttes contre les inégalités sociales, a décidé de se lancer dans la politique. Et ça aussi, c'est une vie pas comme les autres. Alors aujourd'hui, au studio Numétique, je reçois Christophe Kurt. Christophe, tu es éducateur spécialisé dans la maison de quartier d'Abordage, mais pas que. Hein, tu as plein de casquettes en fait, mais je vais te laisser un petit peu te présenter. Dans la vie, tu fais quoi? T'es qui? Tu viens d'où? Explique-nous tout, s'il te plaît. Bonjour Laurent. Donc moi c'est Christophe Kurt, alias Chris. J'ai 41 ans. Comme tu l'as signalé, je suis éducateur spécialisé, mais pas que. Je suis aussi conseiller communal dans la commune où je vis. Je suis aussi public relation dans une ASBL qui s'appelle Bonnet Futsal Jet, où je m'occupe de tout ce qui est l'aspect communication et relations. Et voilà, donc j'habite à Jet, je suis papa d'un garçon de 9 ans. J'ai travaillé à l'Abordage depuis maintenant 19 ans, et où on a un projet de cohésion sociale qui est celui de faire en sorte de faire des activités avec les habitants du quartier du site Segem. Je sais pas si pour ceux qui ne savent où ça se situe, ça se trouve près du cimetière de Jet, pas très loin de la gare de Jet. On a un site de logements sociaux et qui est dans un quartier. Et voilà, notre objectif est de travailler avec eux, créer de la cohésion sociale, faire des activités avec les habitants, les sensibiliser, les autonomiser, de faire en sorte qu'il y ait du vivre ensemble et plein d'autres activités. On travaille avec tout public. On n'est pas focus sur un public en spécialisé, on travaille avec tous les publics. Voilà, en gros, ce que je fais dans la vie de tous les jours. Alors, tu nous expliques donc que ta maison de quartier, l'Abordage, se trouve dans le quartier Segem et surtout est attachée aux logements sociaux. C'est une volonté de ta part d'avoir voulu travailler dans ce quartier ou dans ce genre de quartier? Oui et non. Voilà, à la base, je travaillais pas là. Au début, quand j'ai commencé, j'étais greffier au Conseil d'État. Et puis, mais j'avais déjà mené un projet avant que je travaille là avec d'autres jeunes du quartier. On avait ouvert un local qui s'appelle Projet A24, où c'était un espace numérique, mais c'est surtout un endroit où on pouvait accueillir les jeunes. On était au début des années 2000, donc c'était les débuts d'Internet, les débuts de tout ça. Et donc on avait envie d'avoir un espace. C'était plutôt un espace pour accueillir les jeunes, pour pouvoir faire du travail avec eux, les sensibiliser à l'outil informatique. Mais l'outil informatique était plus un appât plus qu'autre chose. Pour nous, le but était vraiment que les jeunes se retrouvent à un endroit, qu'ils puissent faire des choses, réaliser des choses. Et un jour, une coordinatrice de l'Abordage, Anne Plateux à l'époque, est venue me voir en me disant, écoute, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que vous représentez, vous et A24. On cherche quelqu'un, un éducateur à l'Abordage, est-ce que ça te tente? Et c'est comme ça que je suis arrivé. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer ce que je fais déjà dans mon quartier, mais dans une structure un peu plus grande ou dans laquelle on aurait plus de moyens. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été engagé à l'Abordage. Mais donc toi, tu es originaire de Segem en fait. J'ai grandi à une rue à côté de Segem. Voilà, j'étais à la frontière, j'habitais à Laeken moi. Et donc on a la rue Julaillé, et puis au moment où on passe le Lidl, on passe sur Laeken, et moi j'habitais l'avenue Prudent-Bols, qui était la rue juste à côté. Mais j'ai grandi de mes 12 ans, je suis arrivé à l'âge de 12 ans dans le quartier, et donc c'est depuis lors que j'ai pu quitter ce quartier-là. Alors, mais justement, on va parler un petit peu, ta jeunesse, ça s'est passé comment dans ce quartier? Est-ce que tu as eu une jeunesse tumultueuse? Est-ce que ta vie a été un long fleuve tranquille jusqu'au moment où tu as commencé à travailler? Comment ça s'est passé? Alors, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et je pense que ça a fait aussi en sorte que je suis devenu comme... pourquoi je me suis mis dans ce métier-là peut-être, et ça doit sûrement l'expliquer. Donc on a habité à Laeken. Je suis d'une famille avec 5 enfants, avec une maman solo qui nous a élevés toute seule. Donc on n'avait pas beaucoup de moyens, donc c'était un peu la politique de la débrouille. Donc voilà. Et on a grandi dans un quartier où qui était Segem. Et pourquoi on a très vite accroché sur Segem? Parce que c'était un quartier multiculturel, multigénérationnel, où tout le monde se parlait, se côtoyait, tout le monde se dit bonjour. Il y avait vraiment une ambiance solidaire dans le quartier. On a encore celle-ci, mais un peu moins. Mais on avait vraiment cette très belle mixité qu'il y avait. On s'en foutait de ta nationalité, de ta religion. Le simple truc c'était du respect, le respect mutuel, et voilà. Et c'est ça qui a fait que j'ai grandi dans ce quartier-là, et c'est pour ça que j'y ai travaillé, parce que voilà, ce sont des valeurs qui m'animent aussi, le respect
la solidarité. Tu nous as parlé donc un petit peu de la maison de quartier qui est au final uniquement pour ce quartier ou presque, c'est dédié à ce quartier. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites parce que tu as parlé un petit peu, vous faites de la cohésion sociale mais ça reste un terme vague. Ouais. Quel genre d'activité vous faites ou donc qu'est-ce que tu lances comme activité avec quel public par exemple? Alors on a des activités qui sont structurelles, qui sont par exemple l'école des devoirs. Là c'est c'est 4 fois semaine en soirée de 15h30 à 17h30. C'est un soutien scolaire pour les primaires, on accueille 50 enfants. Et là, c'est vraiment de l'aide aux devoirs, du soutien, à revoir leurs leçons, à structurer leur travail, des priorités. On a un soutien scolaire aussi secondaire, où là, on a une vingtaine de jeunes approximativement, qui se passent en soirée les mardis et les vendredis, où là aussi, c'est vraiment de l'aide ponctuelle, à la veille des examens et ainsi de suite, où on est vraiment en train d'aider les jeunes à pouvoir passer le cap des examens, qui est un moment de stress pour beaucoup de personnes. Au-delà de ça, on a des activités, et donc cela, c'est pour le public plutôt ado. Alors, on a des tables de conversation avec des mamans du quartier, qui sont animées aussi par Aziza, qui est une bénévole ici. Ça s'est structuré. On a les lundis, où on a des mamans qui viennent utiliser la cuisine de l'abordage, et c'est un peu une table de conversation cuisine, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais bon, c'est ils y apprennent des choses, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à préparer des choses, ils apprennent à mettre en projet autour de la cuisine. Voilà. Donc là, c'est plutôt pour les mamans. En semaine, on a aussi des activités pour les plus jeunes. On a le culture art qui est pour des enfants qui ont à partir de 6 à 12 ans, ou alors c'est les mercredis après-midi. Et là, on fait différentes activités, que ce soit citoyennes, des sorties, créatives, culturelles, voilà. On fait un peu un mélange de tout, l'histoire de toucher à tout un peu avec les jeunes. En début d'année, on les rencontre et on voit un peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils voudraient faire. Et puis, avec mes collègues, on organise une série on programme tous les mercredis, ainsi de suite, en fonction de ça. Voilà, pour que ça colle le plus possible à leur envie et ce qui pourrait les toucher. Question un peu personnelle, ça fait longtemps que tu es à l'abordage? Ça fait 19 ans. Ah oui, quand même. Ah ouais, 1er décembre 2004. C'est un choix de carrière à long terme. C'est un choix de carrière à long terme. Encore rare maintenant. Ouais. Et justement, sur ces 19 longues années ou courtes années que tu as passées à l'abordage, est-ce que tu as un moment qui t'a particulièrement marqué avec le public de l'abordage ou avec tes collègues? Alors un moment qui m'a particulièrement marqué, peut-être pas, mais c'est surtout beaucoup de plusieurs moments. Les moments qui me marquent le plus, c'est quand on voit la solidarité qui peut naître quand il y a des difficultés. Voilà. Imagine par exemple une personne qui a un accident grave ou qui subit quelque chose. On voit automatiquement les habitants du quartier qui se mettent autour et qui viennent soutenir, qui viennent aider. Ça, c'est des moments qui me marquent tout le temps. Le fait de quand on fasse une activité sur un projet, qu'on arrive au bout du projet et qu'on voit tout ce qui peut ça peut apporter aux jeunes, toute la gratitude, tout ce qui peut leur apporter, ça pour moi c'est des moments forts. Voilà, moi je vais chercher mes moments forts là-dedans, dans chaque réussite qu'on fait, et même dans des trucs qu'on rate, on essaie de trouver quelque chose pour rebondir et on essaie de trouver toujours des trucs. Donc j'ai pas un moment bien précis où qui me marque vraiment, c'est plusieurs petits moments. Parce que personnellement, je pense que quand on a un gros moment, on essaye toujours d'aviser ce grand moment-là à chaque fois, alors que si on en a plusieurs, à chaque fois on est content de ce qui se passe, de ce qui arrive. Chaque petit pas qu'on fait en plus, pour moi, c'est super. Alors, ça, c'est un avis purement personnel, mais pour toi, qu'est-ce que tu as l'impression que l'abordage ou que vos actions peuvent apporter aux habitants du quartier? Est-ce que tu te dis, si demain l'abordage disparaît, est-ce que pour les habitants du quartier, ce serait une catastrophe? Puisqu'au final, tu es originaire de là aussi. Alors, dans un idéal, on m'a toujours dit, c'est quoi ton rêve? Et mon rêve, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de moi. Mm-hmm. Voilà. Force est de constater qu'avec toutes les différentes politiques qui ont été mises en place et les trucs, je pense que j'ai mon métier garanti à vie. Je peux y aller tranquillement et je pense qu'il y aura des prochains pour me suivre. Donc c'était vraiment mon utopie, c'est qu'un jour ils me disent, en fait on ne sert plus à rien à l'abordage, les gens sont autonomes par eux-mêmes, ils ont plus besoin d'être accompagnés, ils savent tout faire par eux-mêmes. Voilà. Et donc ça c'était mon rêve. Et je sais que de plus en plus, je me dis, mon rêve pique là, je peux m'asseoir dessus tout doucement parce que voilà. Donc c'est ça l'objectif. C'était que un jour on n'ait plus besoin de nous. Et on se rend compte encore maintenant, et je pense que la crise sanitaire est venue retaper là-dedans très fortement.
voilà, ce qu'on apporte aux gens. Donc sans les gens, nous on peut fermer. Donc pour toute assoce comme nous dans le secteur, si on n'a pas de public, ben ça veut dire qu'on ne sert à rien et donc on peut fermer. Nous on a largement à faire parce que on a un peu une casquette multifonction au-delà du fait d'être éducateur. On a des personnes qui sont là pour écouter. Quelquefois on essaie de démêler des petites situations. Des fois, les gens ne savent pas vers qui s'adresser, donc ils viennent vers une personne de confiance. Quand ils ont des choses à se raconter, qu'ils n'osent pas leur raconter, ben ils viennent plutôt voir à l'éducateur ou une personne qu'ils ont acquis confiance pour essayer de les écouter déjà de un, mais aussi de les accompagner. Voilà, je précise que nous on accompagne, on n'aide pas. Voilà. J'ai toujours regardé cette politique-là, j'utilise le mot accompagner, pas aider. Donc tous les jours encore, quand on voit du public qui nous disent heureusement que vous êtes là, voilà, on peut compter sur vous. Pendant la crise Covid, pendant que tout le monde était confiné, moi j'étais sur le terrain. J'allais voir les gens, j'allais en contact, tout en respectant les règles sanitaires, mais c'était important de ne pas les lâcher. Et très clairement, il nous a dit heureusement que vous êtes là parce que sinon on est coupé du monde. Et donc. Mais c'est bien ce que tu me dis, justement, que vous accompagnez, pas que vous aidez. Ça enlève un petit peu cette image que certains politiques essaient de donner, où les bénéficiaires de la cohésion sociale, en fait, sont juste une bande d'assistés et que vous êtes juste là pour faire le boulot à leur place. On n'est pas du tout là-dedans. Non. En dehors de ça, tu nous as dit que tu es aussi conseiller communal. Oui, je suis conseiller communal pour la liste du bourgmestre. Je suis indépendant sur la liste du bourgmestre. Ok. Et donc, déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la politique et en particulier la politique locale? Alors, au départ, j'étais pas très chaud entre guillemets pour faire ça. Voilà, parce que pour moi, c'était toujours un monde un peu flou et avec ce qu'on entendait et sur la politique et tout ça, pour moi, j'étais toujours assez méfiant par rapport à la politique. Et puis, à force de me battre et à force de faire remonter les choses et de retomber contre un mur, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau un peu moins au niveau local, mais voilà, à se faire entendre. Je me suis dit à un moment donné qu'il fallait passer à l'action et que c'est bien de se plaindre et que c'est bien de rouspéter, mais qu'il fallait porter cette voix-là comme il le fallait. Et donc, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont Paul Leroy, et qui était aussi qui a été échevin et conseiller communal et qui travaillait à la maison de quartier, à la maison médicale de Séghem, et qui m'a dit, écoute, si tu veux faire entendre ta voix, tu veux faire entendre la voix des habitants, il faut que tu te lances à un moment donné et que tu la fasses entendre. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé. Pourquoi la liste du bourgmestre? Parce que je voulais appartenir à aucune étiquette politique. Je voulais être ni de droite, ni de gauche, ni rouge, ni bleu, ni vert, ni orange, ni rien. Donc voilà, je voulais garder une certaine indépendance. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai reçu la liste du bourgmestre, parce que c'est plus un mouvement qu'un parti. Et donc voilà, mon but c'était, et c'est mon but encore maintenant, c'est de faire remonter la voix des habitants, peu importe qu'ils ont voté pour moi ou pas pour moi, en tant que le rôle d'un conseiller communal comme moi je le conçois, c'est d'être le relais entre les habitants et le collège, le terrain et l'exécutif. Et si demain, par exemple, tu es élu et tu deviens échevin, voire bourgmestre, ça se passerait comment pour toi? Alors, je me projette pas là-dedans, parce que voilà, moi j'avance au fur et à mesure, mais si j'en ai la possibilité, bourgmestre je refuserais. Parce que c'est quand même un boulot assez ingrat et difficile. Et je pense qu'il faut être préparé à ça. Il y a une certaine usure, voilà. Et donc ça, je ne pourrais pas le faire. Après échevin, oui, pourquoi pas. Ça me permettra d'être encore plus dans l'action dans laquelle je suis maintenant. Donc là, je suis dans un rôle où je fais remonter les informations, où j'essaie de bouger certaines choses, où je gagne quelques petites batailles dans certains... Enfin, j'appelle pas ça des batailles, mais voilà, c'est quelques petits trucs sur lesquels qui me tiennent à cœur, comme par exemple les chèques sport, où j'ai réussi à les faire augmenter de 30 à 50 euros, à se battre avec des habitants pour la réouverture d'une rue, mais qui embêtait 50 mètres de rue fermée, et qui embêtait, et les gens faisaient un détour d'1,2 km, les services de secours n'arrivaient plus. Voilà, c'est des petites batailles que je gagne comme ça. Mais c'est vrai que quand on est échevin, on est un peu plus dans l'exécutif, et donc ça me permettrait d'avoir un peu plus d'action et un peu plus de mainmise, ou un peu plus mettre plus de pression, enfin pas de pression, mais mettre un peu plus, je sais pas comment on peut appeler ça, me mettre plus dans le concret, quoi. C'est pas pour te piéger, hein, mais
si tu étais élu plus tard, tu perdrais quand même encore quelque part ce lien que tu as avec ton quartier, puisque là, ça s'étendrait à l'entièreté de la commune. Et bon, Gette, c'est quand même pas une petite commune, c'est quand même un peu plus de 50 000 habitants, donc je veux dire, on parle pas d'un village avec 3 maisons et 2 rues, donc t'as pas peur que de perdre un petit peu cette connexion justement avec ton quartier? Alors, c'est pas pour dire que ce serait mauvais, hein, juste que ça serait un peu moins local que ce que tu fais là maintenant. Alors, j'ai déjà réfléchi à cette question-là parce que on m'a clairement posé la question si un jour tu l'étais, est-ce que je garderais pas, je ne me couperais pas du terrain. Je garderais ne fût-ce qu'un mi-temps là où je suis, parce que pour moi, il est important qu'une personne qui s'engage dans la politique, qu'elle soit en plus locale, ait un ancrage encore de terrain, pour justement garder cette phase de réalité avec ce qui se passe. Et comme tu le dis, on sera plus sur un quartier concentré, mais on devra travailler sur tout le territoire. Mais moi, je suis quelqu'un de terrain, et donc j'apporterai mon expérience d'éducateur et mon travail de terrain dans le métier, enfin, je sais pas si on va appeler ça un métier, dans la fonction d'échevin, où je serai un échevin qui sera souvent sur le terrain et à la rencontre des gens, des habitants, peu importe qu'ils soient jeunes, pas jeunes, et ainsi de suite. Et je pense que pour moi, il est important d'être connecté au terrain pour pouvoir être au plus près et être plus à même de prendre des bonnes décisions, entre guillemets, pour les gens, quoi. Donc, ouais, je garderai toujours mon mi-temps, je continuerai à bosser à l'abordage où je serai, mais je serai un échevin de terrain. Ok, il y a du bureau, mais tous les moments libres où je peux me permettre d'être aller sur le terrain, ou aller rencontrer des assos, aller rencontrer des comités, aller rencontrer des habitants, je passerai mon temps à faire ça. Parce que j'aurais besoin pour mener ce que j'ai envie de faire, d'être connecté au terrain et de sentir ce qui se passe, quoi. Il y a rien de pire quand on décide de quelque chose ou qu'on veut mener une politique ou une chose, alors qu'on n'a aucune connaissance du terrain. Ça, pour moi, c'est pas possible. C'est comme dans mes actions d'éducateur, toutes les actions qu'on met en place, elles viennent d'un diagnostic ou d'un ressenti ou des réflexions qu'on a eues en se basant sur ce qui se passe sur le terrain, ou des retours qu'on a eus des habitants, ou des choses qu'on a observées. Donc, pour moi, je serais plus un éducateur échevin que un échevin à proprement dit. Justement, tu parles des diagnostics. Selon toi, au niveau du quartier SEGEM, puisque c'est là essentiellement que tu travailles, c'est quoi les grands défis actuels du quartier? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour améliorer, puisque c'est quand même un quartier avec une forte densité de population? Comment on pourra arranger et quelles sont déjà les problématiques que tu relèves, et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour y remédier? Alors, comme tu le signales, c'est un quartier qui est, si pas plus, le plus fortement densément peuplé par mètre carré. Effectivement, on a 2 grandes tours, on a 2 petits immeubles, et puis on a des nouveaux immeubles qui sont arrivés sur le Géga aussi. Et dans le quartier autour, on peut compter entre 3005 et, on va dire, moi, je dis plus ou moins 5000 si on prend vraiment le périmètre d'action dans lequel l'abordage travaille. On est plus ou moins 5000 habitants. 5000 habitants sur un périmètre, ça fait quand même beaucoup. Et donc, ça génère des situations qui sont problématiques. C'est les problèmes intergénérationnels. Voilà, on a ces problèmes-là. On a des problèmes de voisinage où les gens ne se connaissent plus. On a des problèmes de propreté des fois, où quand on est dans des immeubles, des grands conteneurs et ainsi de suite. On a de la délinquance, un peu comme partout. Voilà, il y a certains grands défis pour lesquels il faut qu'on travaille. Voilà, nous en tant qu'éducateurs, on essaie de ramener de la convivialité, que les gens se parlent, que se rencontrent entre eux, parce que quelquefois on a remarqué que des gens sur le même palier ne se connaissent même pas, alors qu'ils vivent depuis 5-6 ans ensemble et qui sont sur le même palier et qui ne se connaissent pas, alors que voilà. Le simple fait de se dire bonjour, de se rencontrer, voilà, on essaie vraiment de créer ces moments de convivialité. On a aussi tout un travail avec les jeunes et les habitants pour qu'ils soient acteurs de leur quartier, qui participent aux réunions, quand il y a des enquêtes ou qu'il y a où on leur demande leur avis, parce que c'est leur quartier, c'est eux qui le connaissent le mieux. C'est eux qui peuvent dire, ça nous convient, ça nous convient pas, ou ça fonctionne, ou ça fonctionne pas. Voilà, notre objectif premier, il est là. C'est de sensibiliser les habitants, les rendre acteurs de leur quartier, qui prennent la parole et qui prennent la place. Mais on crée de la convivialité, on crée plein d'activités, on fait plein de fêtes.
L'idée, c'est que les gens se rencontrent et se connaissent. Chose que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans un endroit où il y a énormément autant de concentration de personnes, où on pense que tout le monde se connaît, ben non, c'est faux en fait. Pas beaucoup de monde se connaît, et il y a un grand turnover aussi dans les habitants. Il y a beaucoup de gens qui déménagent, il y a beaucoup de public qui arrive, public qui viennent d'autres quartiers, et donc ils doivent un peu se mettre au moule de comment fonctionnent les quartiers, et ainsi de suite. Voilà. Et si on regarde un petit peu vers l'avenir, qu'est-ce que tu espères au niveau de l'avenir du quartier? Comment tu imagines son évolution? Alors, j'espère que au fur et à mesure du temps, on retrouvera un peu cette convivialité et cette mixité qui a été culturelle ou intergénérationnelle que j'avais quand j'étais petit. Voilà, parce que les gens, ça s'y prêtait peut-être un peu mieux. À l'époque, je veux dire, on n'était pas envahi par tout ce qui était informatique, smartphone et toutes les crises par lesquelles on est passé successivement au fur et à mesure, qui ont fait peut-être que les gens sont restés plus centrés sur eux, sont plus reclus chez eux. Et je pense que, voilà, moi c'est vraiment mon objectif, j'espère, et on va y arriver. Hein, voilà, il faut être un peu résilient et se dire qu'on va y arriver. C'est vraiment de recréer cette convivialité, cette solidarité qui est là, mais qui fonctionne que très rarement. C'est ce qui est dommage parce que, voilà, je pense qu'on peut créer vraiment un gros réseau d'entraide et de convivialité et de solidarité et refaire. Ben, je me souviens moi quand j'ai débarqué à l'abordage, on faisait des fêtes de quartier, tout le monde était dehors, tout le monde s'amusait, tout le monde rigolait. Il y avait plein de choses qui sont nées comme ça aussi, d'activités qui sont nées comme ça, des ateliers couture, que ce soit des ateliers poterie, des potagers, plein de choses qui sont arrivées grâce à ça. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'idéal que j'aimerais qu'on retrouve dans le quartier. Et si tu avais un message à transmettre aux prochaines générations, en tout cas à ceux qui maintenant sont les jeunes qui peuplent le quartier Séghem, ce serait quoi le message que tu aurais envie de leur envoyer? D'y croire. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier comme celui-ci qu'on ne peut pas arriver à faire des choses. Parce que le quartier est rempli d'exemples de jeunes qui ont démarré de là où ils sont et qui sont maintenant qui ont réussi leur vie et qui reviennent souvent même dans le quartier parce que on est attaché à ce quartier-là, qu'on y a grandi, même si on s'est marié, qu'on a réussi notre vie, inévitablement on revient aux ressources parce que tout a démarré de là. Donc le fait d'habiter un quartier ou un site de logements sociaux, peu importe toutes les stigmatisations qu'on peut y mettre dessus, ça veut rien dire. Vous êtes les maîtres de votre propre destin. C'est vous qui réalisez votre destin et c'est vous qui continuez à avancer. Personne ne pourra vous dire tu ne peux pas avancer. Si, vous pouvez le faire. J'ai réussi à le faire, et pourtant je viens de ce quartier-ci. On a réussi à s'élever, on a réussi à faire passer nos idées, j'ai réussi à me faire entendre. D'autres l'ont réussi, donc vous pouvez le faire. Donc il faut pas se résigner à se dire on vient de Séghem, c'est un quartier avec toutes les stigmatisations qu'on peut coller, que ce soit sur les jeunes ou sur la population, parce qu'il y a énormément d'étiquettes qui sont collées à ces gens qui habitent ce quartier-là. Ben non, vous pouvez le faire. Il faut croire à vos rêves et il faut démener. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà. Et il faut croire en vous. Et moi, j'ai toujours cru en vous. Et donc, c'est pour ça que je suis toujours là, pour vous accompagner. Et moi et mon équipe, et plusieurs d'autres habitants dans le quartier, ou d'autres ASBL qui sont dans le quartier qui y travaillent, on est là pour accompagner, justement, à ce que ça puisse réussir. C'est un message plein d'espoir, ça. Ah ouais, bah, écoute, il en faut, hein. Alors, ça fait un moment maintenant, on a discuté de Chris l'éducateur, on a discuté de Chris le conseiller communal, mais on n'a pas beaucoup parlé de Chris la personne. Au final, Chris, c'est quoi, t'aimes quoi dans la vie? Tu fais quoi quand t'es pas ou conseiller communal ou éducateur? Alors, ça c'est une partie de chez moi où voilà, en tant que, voilà, je parle jamais de ça, voilà. Alors, Chris éducateur, enfin quand il est pas éducateur ou conseiller communal ou Chris éducateur, c'est un papa qui s'occupe de son fils, qui adore voyager, voilà, en grand mot, hein, à la mer, dans les Ardennes, de temps en temps à Barcelone parce que je suis fan de la ville, mais aussi du club de foot. Je passe du temps avec mes amis à discuter, à refaire le monde comme quand on était gamin 15 fois, à se dire ah ouais ça pourrait être mieux.
Voilà, je m'applique dans d'autres dans d'autres endroits où voilà, dès que j'entends quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, on y va parce que voilà. Je coach aussi des gamins au Bonnet Futsal Jet, voilà, parce que ils avaient besoin d'un entraîneur et que voilà, écoute, je vais aller, voilà. C'est ça le Chris, ou sinon jamais pas très casanier parce que je suis un peu hyperactif, donc voilà, j'aime bien me promener dans les parcs. Quand j'ai besoin de me vider l'esprit, je marche pendant des heures. Je vais à la rencontre des gens. J'aime bien le contact avec les gens. Voilà, quand je rencontre quelqu'un, j'aime bien discuter avec elle pour la connaître. Voilà, c'est la façon dont je procède tous les jours, quoi. C'est voilà, même dans mes études, voilà, on m'a vraiment formaté à ça, dans le fait d'aller voir le public, d'être en contact avec eux, même dans la rue tous les jours. Je peux voir quelqu'un qui arrive avec son vélo ou un livreur et je passe 5 minutes à discuter avec lui. Ah, ça va, tu vas bien, tu fais ça pourquoi? La personne m'intéresse, l'histoire, la personne m'intéresse, son expérience m'intéresse. Voilà, je me nourris de ça. Voilà, en gros, le Chris qui n'est pas ça. Je me rends compte que ma question t'a mis particulièrement mal à l'aise. Ouais. Désolé, c'était pas le but du tout. Non, ben bon, voilà, c'est parce que je déteste parler de moi, en fait. Voilà, même d'ailleurs, quand je présente des trucs, je me mets jamais en avant. Je déteste ça. Voilà, c'est la lumière. Je préfère que les autres la prennent. Moi, je la prends pas, la Le lumière. concept d'une vie pas comme les autres étant de mettre en avant Ouais, je sais une bien. personne. J'avais compris, tu sais, c'est pour ça. Comment tu vois l'avenir, mais de Jet en règle générale, on va sortir un petit peu de ce game. Comment tu imagines l'évolution de la commune? Comment toi tu aimerais que la commune évolue? Ou des gens que tu côtoies dans la commune, en fait, comment toi tu aurais envie qu'on avance et ou qu'est-ce qu'on devrait particulièrement éviter pour ne pas que une situation dégénère et qu'on se retrouve dans une ville enfin, dans une commune où ça deviendrait invivable. Je pense qu'actuellement la commune, elle est encore, la commune est assez bien gérée. Et je trouve que on a un chouette tissu qui soit associatif, sportif. Voilà, je continuerai en tout cas dans ce truc-là de soutenir des ASBL, des associations sportives, culturelles. Je pense que c'est primordial pour moi. C'est cela parce que c'est tout ce qu'une commune ne peut pas faire. Comme je le disais, tout ce qui est fait par des ASBL, que ce soit l'abordage, que ce soit l'harmonie, que ce soit le CBO, que ce soit les clubs de sport, que ce soit le centre culturel, et c'est tout ce que la commune ne doit pas faire. Voilà, en termes de moyens humains, ça coûterait des fortunes, en termes d'organisation, ça coûterait des fortunes, et donc tous ces ASBL-là permettent de faire du travail de lien, de cohabitation, de cohésion, de faire découvrir des choses aussi, et donc je pense qu'il faut vraiment axer ça, continuer à soutenir ça même un peu plus fortement. Je pense que vraiment, il faut vraiment qu'on ait une vraie politique de soutenir vraiment comme il faut toutes ces personnes qui font vivre cette commune. Voilà. Je pense qu'il faudrait qu'on mette un focus sur la jeunesse parce qu'on n'a pas vraiment un plan jeunesse et si on veut éviter ce qui arrive dans d'autres communes sans citer parce que voilà, je suis pas là pour citer ou comparer. Je pense que on doit vraiment avoir une vraie politique de jeunesse où on doit pas être là simplement en disant on fait des activités, non, vraiment une vraie politique où un jeune quand il arrive, il se trouve en face quelqu'un qui peut lui dire ben voilà, tu as besoin d'aide pour faire ceci, boum, je t'accompagne. Un vrai accompagnement, que ce soit au niveau scolaire, mais au niveau de la vie professionnelle, je trouve ça important, voilà. Faire en sorte qu'on garde ce vivre ensemble qu'on a à Jet, qui est assez formidable, où on peut rencontrer tout type de public et tout type de public, que ce soit en âge ou en culture. Donc voilà, garder cette convivialité, faire en sorte de continuer à soutenir ces comités de quartier qui font aussi des brocantes, qui sont quelquefois où les gens disent oh, une brocante, ouais, mais une brocante, ça brasse du monde, ça permet les gens de se rencontrer, ainsi de suite. Donc vraiment, je pense que si on veut garder le Jet, une ville, un village dans la ville, je pense qu'il faut qu'on continue à aller vers à miser sur l'humain. Voilà, à miser sur l'humain, pour moi c'est le plus important. Je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire et c'est sur deux questions que j'avais pas du tout prévues.
Mais donc la première pour toi, le tissu associatif, c'est quelque chose d'hyper important en fait. Ouais. À ce niveau-là, tu te dis, au-delà de ton travail, que si les associations disparaissent, on va avoir un énorme manque à combler, voire même impossible à combler au final. Tout à fait. Hein. Non, très clairement, si demain le tissu associatif, qu'il soit sportif, culturel, ou peu importe ce qu'il est comme association qui travaille sur le terrain avec les habitants ou avec des comités, si demain tout cela disparaît, on perd énormément. Pour moi, ce serait la plus grosse perte qu'on aurait. Parce que une commune ne peut pas faire tout ça. Donc un modèle à la française où si tu prends une ville comme Lille, il y a 2 assos qui sont énormes, qui sont des assos qui ont 1000 employés, c'est pas envisageable pour toi? Non. Non, parce que chaque quartier est différent, chaque public est différent, et chaque ASBL, donc dans l'endroit où il est, s'il est là, c'est pas pour rien. C'est parce que cette ASBL là connaît le quartier, connaît ses habitants, connaît son tissu. Et donc chaque assos a pas son secteur, je dirais pas ça, mais a un but bien précis. Et s'il est là depuis autant d'années et que les gens viennent et qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un intérêt. Et donc le côté local aussi, en fait, tu me dis si je me trompe, mais pour toi, il vaut mieux avoir une multitude de petites associations locales plutôt qu'une qui ferait toute la Fédération Wallonie-Bruxelles ou tout Bruxelles ou un truc dans le genre. Moi, je suis d'avis d'avoir chacun, voilà, comme tu dis, des petites entités d'associations un peu partout, mais qui font alors un vrai travail de fond avec le secteur dans lequel ils sont. Que comme tu dis, quand tu prends l'exemple de Lille, par exemple, où il y a 2 grosses structures de 1000 personnes, ils font des choix à un moment donné. On met un focus sur tel quartier, ou on fait un focus sur tel quartier en fonction des événements, en fonction des trucs. Non, là, je pense que chaque assoce locale a déjà son travail qui le fait, et pour moi, on peut pas privilégier un secteur par rapport à un autre secteur. Pour moi, chaque assoce qui est dans chaque quartier a sa plus-value, et il faut continuer à les soutenir parce que eux font du travail local et sont plus aux réalités de ce que leur public a besoin ou leur demande de public. Voilà. Donc moi, je suis plus à même d'avoir plusieurs petites structures, et alors on est vraiment sûr de cadrer vraiment tout le territoire et d'être sûr qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe partout, que d'avoir une grosse structure ou 2 grosses structures qui, en fonction des événements ou de leur planning ou de leur truc, s'occupent d'un quartier et en délaissent un autre. Voilà. Mais je vais être d'accord avec toi forcément, puisque l'essence même de mon travail à la base était de travailler sur du local. Et je sais pas, moi je me suis fait remplacer par un truc presque national, donc en tout cas fortement régional. C'est pas grave. Hein. L'autre question, c'était par rapport à la jeunesse. Tu parles d'un plan global jeunesse. T'as cette impression que les jeunes ont été oubliés quand on écoute un petit peu certains politiques qui n'arrêtent pas de nous dire, c'est pas tout à fait vrai. En particulier en ville, les jeunes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il y a des dizaines d'associations qui sont là pour eux. Il y a des clubs de sport. Est-ce que réellement ces jeunes ont été oubliés, ou est-ce que au final ce qui est décrit par ces hommes politiques, c'est jamais que de la poudre aux yeux. On va mettre l'accent sur 1 ou 2 actions qui sont faites, mais au final la jeunesse, c'est quand même énormément de monde dans une commune comme Jette. Oui, comme tu dis, la jeunesse, c'est une grande population. D'ailleurs, si je me trompe pas, la pyramide s'est complètement inversée et on a une population très jeune sur Jette. Quand je parle d'un plan, c'est pas pour dire qu'il y a rien qui se fait. Au local, il y a des choses qui se font, mais je trouve qu'on pourrait mettre un peu plus de focus là-dessus. Je pense que il faut vraiment pour que les jeunes aient un parcours en se disant, là je suis un peu en galère, ou je passe par un réseau via une association de quartier, comme je disais, qui lui va pouvoir me réguler vers un service qui pourra m'aider, et ainsi de suite, rebondir et pouvoir. C'est vraiment ça quand je parle d'une politique jeunesse, c'est vraiment ça, parce que des choses ils se font. On a place aux ados, on a place aux jeunes, il y a des choses qui se font, mais je pense si on veut vraiment faire en sorte que notre jeunesse puisse avoir une perspective, donc qu'on leur donne une perspective, il faut vraiment qu'on ait un plan en disant, on va structurer ça de façon à pouvoir aiguiller et accompagner tous ces jeunes-là pour faire en sorte de mettre tout en place pour que ces jeunes-là puissent aboutir à ce qu'ils ont envie de faire plus tard ou pas. Voilà, c'est vraiment ça. Au niveau local, en tout cas, elle est
elle y est, mais je pense qu'il faut mettre encore un peu plus de moyens ou avoir une vision un peu plus globale. Voilà. Et puis, on a une réalité de jeunesse qui est sur EC Games qui est une chose, sur Etenov c'en est une autre, dans le haut-jet c'en est une autre, dans le bas-jet c'en est une autre. Et donc à un moment donné, il faut à un moment donné cartographier ou aller et voilà. Voilà, ça aurait été, personnellement, moi j'aurais été rencontrer tous ces jeunes-là, tous ces quartiers-là via une association en disant bah voilà, bonjour, je me présente, voilà. Vous travaillez dans le secteur, vous connaissez bien votre public. Est-ce que je pourrais avoir une réunion? Est-ce que je pourrais avoir un truc? Est-ce que je peux avoir un ressenti? Remonter? Voilà. Je pense que et pour créer un vrai plan pour la jeunesse en disant, bah voilà, ce qu'ils ont besoin, c'est ça. Voici ce que la commune peut faire. Voici ce que les assos peuvent faire pour nous aider dans cette tâche de travail-là. Parce que, personnellement, je pense que ce soit une commune ou une région, sans les acteurs de terrain, ils ne pourront rien faire. Parce que l'expertise, elle vient du terrain. Et ceux qui sont le plus à même de pouvoir travailler avec le public là, c'est ceux qui les connaissent le mieux, c'est-à-dire les assos qui sont dessus, quoi. Oui, d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur ce que tu dis, je trouve que bien souvent, on ne demande même pas on pose même pas la question aux assos qui sont sur le terrain. Il y a des têtes pensantes qui pensent à notre place par rapport à ce qui se fait. Mais est-ce que tu n'as pas un peu l'impression aussi que ce soit ces jeunes ou ces quartiers, j'aime pas le terme défavorisé parce que c'est pas totalement défavorisé non plus, mais avec des gens qui ont moins de moyens financiers, en tout cas, ça oui. Est-ce que t'as pas l'impression que, justement, que ce soit au niveau des pouvoirs publics ou des gens qui sont derrière, donc je veux dire, les têtes pensantes, t'as pas l'impression qu'ils en ont peur et qu'ils ont peur d'aller bêtement leur poser la question? C'est une bonne question, faudrait peut-être se reposer, mais je pense qu'ils gagneraient à aller rencontrer les associations de terrain et ces jeunes-là, parce que ils rencontraient quelquefois que ce qu'ils mettent sur papier, quelquefois ils sont complètement ils sont hors sujet quelquefois. Voilà, et donc ils y gagneraient. Et les jeunes, ils gagneraient aussi à rencontrer ces responsables politiques ou ces jeunes-là, parce qu'ils apprendraient aussi un peu. Voilà, il faut savoir se mettre des deux côtés. Voilà, moi je dis toujours aux gamins, aux jeunes. Tu as beaucoup de revendications, tu as beaucoup de choses à demander, mais est-ce que tu t'es déjà mis à la place de l'autre aussi? Voilà. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre, parce que peut-être que le politicien aussi, il dit, mais voilà, moi j'ai un budget serré, c'est ça. Je peux pas sortir de tel truc à tel truc, je dois rentrer dans ce truc-là, dans ce truc-là. Peut-être que le jeune l'accepterait aussi. Mais le jeune doit aussi entendre. Voilà, le jeune doit l'entendre, mais le politicien doit aussi entendre, écoutez, moi, avec ce que vous me proposez, je sais rien faire. Ou ça m'intéresse pas. Moi, c'est plus ça qui me convient, plus ça qui me convient. Je pense qu'on y gagnerait à faire je sais pas si ça se ferait, hein, mais ce serait même. Moi, je trouverais ça intéressant, parce que pour voir juste ces deux groupes se réunir et dire, on discute, et on fait un gros forum sur savoir c'est quoi ces jeunes, c'est quoi la cohésion sociale, c'est quoi ce truc. Moi, je trouve qu'on y gagnerait, on en tirerait plein d'enseignements, et chacun pourrait rencontrer les réalités de l'un et de l'autre. Et je pense que ça pourrait même en faire avancer les choses en disant, ouais, c'est vrai que en demandant de faire ça, ouais, on rate le truc premier qui est ça, parce que les gens ils attendent plus ça qu'autre chose. C'est comme nous à l'abordage, où on a déjà mis des activités en place où ça a été un flop. Voilà, on s'est dit, pourquoi? Parce qu'on a pensé pour eux. Mais quand ça les intéresse pas. Et après, voilà, c'est pour ça que nous on a dit, on le fait avec eux. Voilà. Quand on met un projet en place, on voit d'abord, est-ce que ça vient d'eux? La plupart du temps, ça vient des gens. Et c'est en fonction de ça qu'on fait nos activités ou qu'on met nos projets en place. Parce que si on n'a pas notre public et que ça lui intéresse pas ce qu'on fait, il viendra pas. Et donc nous, on va perdre du temps à cravacher des heures de travail, à se dire on va faire ça, ça et ça et ça, pour au final personne. Donc c'est un peu nul de travailler comme ça. Il faut travailler à l'inverse et partir de leurs besoins. Tu parles justement de cravacher et de tout le boulot qui est en amont de n'importe quelle activité. Il faut quand même, et je pense que tu es bien placé pour en parler, se rendre compte de la difficulté des différentes assos, ne serait-ce que pour trouver les moyens pour pouvoir faire ces activités. C'est pas un boulot de tourpeau. La plupart des gens ne voient que l'action de terrain, mais au final, l'action de terrain, c'est moins de 10% de notre temps de travail. Temps de travail, malheureusement, la grosse partie est perdue dans de la bureaucratie. Oui, tout à fait, tout à fait. On passe vraiment beaucoup plus de temps
à remplir des formulaires de subsides, à réfléchir à comment fonctionner, à se dire que l'action en elle-même. Pour prendre un exemple, une fête de quartier, voilà, qui dure une après-midi, c'est 6 mois de travail en amont. C'est les autorisations, c'est demander des moyens, c'est rechercher, c'est qu'est-ce qu'on va y faire, c'est des va-et-vient pour 6 heures de temps, entre guillemets. Mais c'est du temps de bureau, c'est du temps d'assurance, c'est du temps énormément de choses. Là, on a dû rentrer les agréments pour pouvoir être agréé à la COCOF. Ça a été un travail administratif de malade. De rédiger ça, de savoir si on était dans le juste. C'est toutes des heures et des heures qu'on passe, et c'est toutes des heures qu'on n'est pas sur le terrain avec notre public. Donc oui, ça représente énormément de temps, et je dirais pas que c'est de la perte de temps, parce que ça doit se faire, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps pour des actions quelquefois très courtes. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, imaginons, dans un monde idéal, que ce soit simplifié, que ce soit fait autrement, ou alors qu'on puisse avoir les moyens, mais là aussi ça fera à nouveau un appel à subsides, d'avoir plus de personnel administratif. Parce que, soyons clairs, alors à l'abordage, vous avez de la chance puisque vous avez une employée administrative et, quand tout va bien, un coordinateur ou une coordinatrice. Mais quand même, je veux dire, c'est pas le cas de toutes les associations. Même, je veux dire même que la plupart n'en ont pas du tout. Ce qui veut dire que, ou ça fait partie des choses qui sont perdues dans leur temps de travail, et donc pendant qu'ils font ça, mais ils ne font pas l'action pour laquelle ils sont payés, ce qui est une perte pour les bénéficiaires. Ou alors on tombe sur des cinglés qui font ça en dehors de leur temps de travail, mais là il y en a de moins en moins qui le font. Ouais. Je pense qu'on faisait partie de ces cinglés à un moment donné. Je pense qu'on le fait aussi de temps en temps, mais bon. Mais comme tu le dis, chaque réalité n'est pas la même, chaque association n'est pas la même. Nous, à l'abordage, on a de la chance, comme tu le dis, d'avoir une secrétaire administrative qui fait un boulot extraordinaire et qui nous permet de nous alléger. Et quand je suis pas un coordinateur 6 fois sur 5 à l'abordage, c'est chouette aussi, parce que ça me permet d'être concentré sur le terrain. Et c'est vrai que toutes les ASBL ne sont pas là. Et je connais beaucoup de structures où le coordinateur est aussi animateur, et il est aussi celui qui fait les achats, qui est le comptable, il fait tout à la fois. Donc oui, c'est vrai que les réalités, je pense que on y gagnerait à simplifier tous ces tâches administratives. Comment, ça je ne sais pas, mais c'est vrai que pour des structures, c'est une perte de temps énorme, et c'est des pertes de temps où ils sont pas sur le terrain avec leur public, et c'est le public qui en pâtit en fait. Voilà. Et même si le public comprend qu'il y a des choses qui doivent se faire et qui sont obligatoires, enfin voilà, moi, pour te donner, on m'a toujours proposé le poste de coordinateur chez l'abordage, j'ai toujours refusé. Pour le simple fait que moi, j'ai besoin d'être en contact avec les gens. J'ai besoin d'être en contact et de mener mes projets sur le terrain. Et que de me retrouver derrière un bureau, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui le font, parce qu'il faut le faire, je ne saurais pas le faire, parce que il me manquerait quelque chose. Je ne sais pas être et coordinateur et sur le terrain. Et pour moi, il faut qu'on ait pour pouvoir faire des rapports d'activité qui sont les plus cohérents, ou programmer de prévoir un plan d'action, il faut qu'on ait cette réalité du terrain. Si on ne l'a pas, et si on ne la sent pas, même si on vient vous la donner, je peux venir te la donner et dire, voilà, on a ça, ça, ça et ça, ça ne restera que ton ressenti par rapport à ça. Mais si tu le vis, tu pourras donner un sens à tes écrits. Voilà. Et donc, comme chez nous, le rôle de coordinateur est très cadenassé, c'est quasi beaucoup d'administratif, parce que, voilà, il le faut. Voilà, c'est toujours pour ça que j'ai refusé aussi. C'est juste d'être sur le terrain. Je veux bien faire mes petits comptes rendus, mes rapports et tout ça pour que le bazar. Et généralement, quand on fait ça, de toute façon, quand c'est pondu, quand le rapport d'activité ou les trucs, on dépose ça sur la table et l'équipe le nourrit. Pour dire, là, on est d'accord, là, on n'est pas d'accord, là, on est complètement à côté de la plaque, ou il faut mettre plus l'accent sur ça. On arrive tout doucement à la fin de notre podcast. J'ai quand même une dernière question, qui est la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? La santé. Je sais pas. De continuer à m'épanouir dans mon boulot. Voilà. Je pense que c'est la santé, continuer à s'épanouir et de continuer à aimer ce que je fais. C'est ce que voilà. Merci Chris. Je te remercie Laurent. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter.
Et si vous aussi, vous avez envie de raconter votre parcours, de dire pourquoi votre vie n'est pas comme celle des autres, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse laurent@numétique.org ou sur Instagram avec le pseudo NoteMarker. Je vous dis à bientôt.